Le genre Salmonella. Alors Salmonella, donc tout d'abord on va parler des caractères antigéniques. Donc on a trois antigènes ici. On a l'antigène H parce que ce sont des bactéries qui sont mobiles. Donc on a l'antigène flagellaire H et ils sont enveloppés. Donc l'antigène VI d'enveloppe et on a l'antigène somatique O qui est de nature lipopolysaccharide parce que ce sont des bacilles gram négatifs. Donc on a les LPS bien sûr. Alors on va différencier 67 facteurs. L'antigène O. On a des facteurs qui sont majeurs, on a des facteurs qui sont mineurs, enfin accessoires. Les facteurs majeurs, c'est la base de classification de Kaufman et White. Alors, la classification, elle va classer dans un même groupe les sérovars qui ont le même facteur majeur O. D'accord. Et elle est très importante, cette classification. Elle nous aide le diagnostic pour la recherche des sérovars et tout. Après, pour la classification, enfin, pour les facteurs accessoires, ils n'ont pas vraiment un grand intérêt. Ils sont moins importants pour le diagnostic. Donc, on ne va pas vraiment les chercher. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les facteurs majeurs. Donc, on a les antigènes. Après, pour les espèces, donc, Salmonella, elle est divisée, elle est subdivisée en deux espèces. On a l'espèce Enterica et l'espèce Bangori. Alors, bon, Bangori, on parle pas vraiment. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'espèce Enterica. Elle-même, elle est divisée en 6 sous-espèces. On a la première, c'est Enterica, Salamé, Arizoné, Diarizoné, Outené, Indica. Donc, l'itemna, beaucoup plus, encore une fois, c'est l'espèce Enterica, la sous-espèce Enterica. Alors, la sous-espèce Enterica, elle est subdivisée encore une fois en deux groupes, on va dire. On a les typhoïdiques, les huma responsables de la typhoïde, et on a les non-typhoïdiques qui sont mineurs. Et ceux-là, ils sont majeurs. Donc les majeurs, nous confirmons les sérovars Salmonella typhi et Paratyphi. Paratyphi A, B, C. Mineurs, ce sont des sérovars qu'on n'a pas vraiment cités, ou les tube digestif à la volaille. D'accord. Alors, bon. Donc là, une classification les sérotypes strictement humains et les sérotypes strictement animaux. Donc les sérotypes strictement humains, on va trouver Typhi, Paratyphi et Sunday. Les sérotypes strictement animaux, on va trouver abortus, les ovins, abortus ovis et Gallinarum pulorum. Voilà. Donc les de la volaille. Voilà, on a classé donc Salmonella en deux espèces. On a l'espèce la plus importante, c'est Enterica, on a Bangori. Donc Enterica, elle est subdivisée en 6 sous-espèces. Et la plus importante, c'est la première sous-espèce, c'est Enterica. Enterica, donc, on a à peu près jusqu'à 2500 sérovars. On a pris l'exemple, on a Salmonella Enterica, sous-espèce Enterica, sous-espèce Enterica, on a sérovars. Typhimurium. Voilà. C'est un exemple. Ça m'a fait en classe. En bêta-technique, voilà, Enterica, on a des formes typhoïdiques, on a des formes non typhoïdiques. Donc, les typhoïdiques, ce sont les majeurs. Donc, les sérovars, nous avons Typhi, Paratyphi A, B, C. Les mineurs, nous avons surtout de la volaille. Alors, en bêta-technique, dans la classification, les sérotypes, selon, la localisation, qui est strictement humaine, ce sont les Typhi, Paratyphi A et Salmonella Sunday. Et on a les sérotypes qui sont strictement animaux. Là, on a abortus ovis, les ovins, on a Gallinarum pulorum, les de la volaille, d'accord. Après, pour le mode de contamination, donc Salmonella peut être, donc là, on va encore une fois parler des salmonelles typhoïdiques qui font la contamination et des salmonelles non typhoïdiques. Alors les salmonelles typhoïdiques, ce sont ils vont provoquer des MTH, c'est des maladies à transmission hydrique. Voilà, c'est l'eau qui est contaminée. Voilà, l'eau, les aliments souillés par les excréments d'un animal qui est porteur de salmonelle. Les excréments, ce sont les matières fécales, ce qui élimine de l'animal, ils sont porteurs. Donc, ou salmonella, les matières fécales et les aliments voilà. Et voilà, c'est MTH de l'eau et des aliments souillés. Après, pour les formes non typhoïdiques, ce sont surtout les aliments contaminés, manuportés, épidémies de nourrissons. Donc les épidémies de nourrissons qui fait un rouleau de nourrissons qui fait. Donc c'est surtout les biberons, le lait maternel stérilisé. Donc là, un manque d'hygiène. Un manque d'hygiène ou des épidémies. Bon. Donc, on a des formes salmonelles qui sont résistants, qui résistent, voilà. Et qui résistent plusieurs semaines dans de l'eau, voilà. Et on a ceux qui résistent plusieurs mois, voire plusieurs années dans la terre. Voilà, ils résistent. Elle augmente le risque de contamination et de l'atteinte par salmonella.
Alors ensuite, donc parlons un petit peu de la physiopathe. Alors, salmonella ou شيحدير لنا donc هضرنا شويه على les caractères antigéniques, هضرنا شويه bon les caractères bactériologiques هضرنا عليهم في la première vidéo, يعني في les généralités parce que c'est la même chose. Après, on a parlé un petit peu du mode de contamination, des formes qu'on a aussi. Alors les modes de contamination, on a les aliments, voilà les aliments qui m'a les poulets, les viandes, les produits laitiers, etc. Et il y a un manque d'hygiène, d'accord? Bon, c'est le lait mal stérilisé. Le lait qui est mal stérilisé, معليش. Alors, donc on a donc de la physiopathologie. Donc, c'est une bactérie qui est entéropathogène invasive. Entéropathogène invasive, c'est une invasion. Oui, les entérocytes, oui, c'est le tube digestif, les intestins. Donc, au début, donc, ça dépend du mode de contamination. Ensuite, il y a eu la destruction de la bordure en brosse, des cellules intestinales. Elle va pénétrer à l'intérieur de la cellule, mais dans l'entérocyte. On va dire une multiplication à ce niveau, des ulcérations, et donc, le but c'est de le ganglion mésentérique. Elle va gagner les ganglions mésentériques, c'est-à-dire la voie lymphatique. Voilà, c'est la voie lymphatique. Ensuite, elle va se multiplier et elle va liser, multiplication et lise des bactéries dans les ganglions. La bactérie qui donc le but le ganglion mésentérique, le tube digestif, c'est-à-dire la voie lymphatique. Une fois une autre multiplication, parce que d'ailleurs on a multiplication des ulcérations, c'est une multiplication في les ganglions. زعما تزيد تكاثر تزيد يعني يكبر le nombre تاعها واش غدير lise des bactéries dans le ganglion. سما غدير la lise تاعها pour libérer parce qu'elle a une endotoxine parce que c'est une bactérie gram négatif. La différence entre gram négatif et gram positif, c'est que les grammes négatifs ont une endotoxine, ils vont libérer des endotoxines, alors que les bactéries gram positifs, elles ont une exotoxine, mais ils peuvent la libérer normal. Par contre, ici, en revanche, les bactéries gram négatifs ne peuvent pas la libérer comme ça, c'est-à-dire elles doivent se liser ou là, le éclatement, mais chez libérer l'endotoxine تاعهم. هذه كيفاش تصات ما على بها زعما نقولوا علاش صارت لها ليز سي لا ليز تاعها لو بيت ميم سي زعما قتلت روحها بصح ما قتلتش روحها في باطل يعني خلات موراها اون اندوتوكسين. Voilà, l'endotoxine, elle est libération d'endotoxine. Alors, cette endotoxine, elle est responsable de quoi? C'est de la physiopathie, le pouvoir pathogène, elle va provoquer la fièvre, ou le typhos. Le typhos, c'est l'obnubilation, la phase d'état. La phase d'état, c'est une faiblesse musculaire très importante, et la phase d'état, c'est la deuxième phase. Voilà. Donc, le passage. Alors, le passage sanguin, il existe. Il peut y avoir un passage sanguin, ça va provoquer une bactériémie courte pendant un petit moment, on va les trouver au niveau sanguin, et des localisations secondaires parfois au niveau de la rate, des splénomégalies et parfois la vésicule biliaire, donc elle peut toucher d'autres organes. Par contre, pour les salmonelles non typhoïdiques, le passage il est rare dans le sang. Il peut pas vraiment provoquer un passage de bactériémie, c'est-à-dire. Alors la clinique, donc elle la physiopathologie, elle va atteindre surtout le ganglion mésentérique pour se multiplier à ce niveau et puis elle va libérer son endotoxine pour exercer son pouvoir pathogène. Et elle a même provoqué des destructions de la bordure en brosse, c'est-à-dire elle va altérer la muqueuse intestinale, c'est ça. La clinique, donc au début, l'incubation bien sûr est silencieuse. Il n'y a pas vraiment grand chose, il n'y a pas de manifestation. D'accord. D'ailleurs, je finis la fièvre typhoïde, le cours des fièvres, c'est la première unité. On avait parlé de la fièvre. Elle évolue, on va dire, en 3 septénaires. On a 3 phases. La première phase, le premier septénaire, le premier septénaire, on a surtout des céphalées, une anorexie, une constipation. Voilà. Après, pour la deuxième phase, au contraire, une diarrhée. Donc, bon, la deuxième phase, le deuxième septénaire, un typhos, c'est une obnubilation. Après, il y a des techniques des troubles digestifs qui m'a anorexie, diarrhée de couleur ocre. Il y a également une splénomégalie qui est modérée, des taches roses lenticulaires et qui sont localisées au niveau de la partie haute de l'abdomen et de la base du thorax. Et enfin, le dernier septénaire, là, donc c'est bien sûr, il y a eu la prise des antibiotiques, bien sûr, normalement, ça allait une défervescence thermique et surtout, il y a la récupération, le patient, il va guérir, d'accord. Alors, par rapport à la microbiologie, on a tout d'abord ce qu'on a dit, une incubation, un silence. Voilà, il y a rien sur le plan clinique. Ensuite, donc ça va prendre 12 à 14 jours.
Ensuite, ensuite, il va y avoir l'invasion. La destruction de la bordure en brosse. Peut-être elle a commencé, voilà, à exercer son pouvoir pathogène. هتكون عندي une fièvre oscillante avec une asthénie et un pouls dissocié et une constipation. Le premier septénaire, on a une constipation. Ensuite, la phase d'état, هنا شغل قسمناها نقولوا deux phases, invasion et phase d'état. L'incubation, on parle pas vraiment. La phase d'état, par contre, la sémiologie on a trois phases. On a 3 septénaires, معليش. Donc, هتكون عندي la phase d'état. La phase d'état, تكون عندي une fièvre en plateau. Voilà, en plateau. Elle va rester à 40 degrés Celsius. Ensuite, il y a des typhose, une diarrhée de couleur ocre, voilà, melon, c'est-à-dire une splénomégalie, des taches roses lenticulaires, et donc voilà, les signes cliniques qu'on peut voir sur le plan clinique chez le patient qui est atteint de cette fièvre typhoïde. Voilà, avec l'évolution se fait en septénaire. Très bien, donc c'est clair, incubation, puis invasion, puis la phase d'état, la diarrhée, le typhose, la fièvre en plateau à 40 degrés, et voilà. Alors pour les autres formes qu'on peut avoir, même les ronaliums les coulous moins graves, on va dire, on a des gastro-entérites, on peut avoir des gastro-entérites, des toxi-infections alimentaires, parfois même des manifestations extra-digestives. Là, on aura plutôt des ostéites, c'est-à-dire ça ne va pas atteindre le tube digestif, on aura des ostéites, atteintes osseuses, méningées, des méningites, des infections urinaires qui sont beaucoup plus rares. Voilà. Donc la clinique c'est très simple, la physiopathe voilà. Alors pour le diagnostic, donc on va faire un diagnostic bien sûr direct et indirect. Le direct, on va faire la coproculture parce qu'on a une diarrhée. On va faire donc la coproculture, les selles qu'on va prélever, une agglutination selon le tableau de Kaufman et White. Donc le tableau de Kaufman et White pour voilà, pour identifier la bactérie à travers le diagnostic direct. Et on peut faire technique l'hémoculture lorsqu'on a des atteintes les atteintes hématologiques, on va dire une infection au niveau du sang, des bactéries, c'est-à-dire voilà, le passage sanguin. Le diagnostic indirect, on va faire la sérologie. Donc on va faire la sérologie, le sérodiagnostic, enfin un autre type, c'est le sérodiagnostic de Widal et Félix. C'est quoi? Alors là, il se fait par réaction, d'agglutination en tube. Et il va permettre surtout d'avoir des réactions qualitatives et quantitatives. Là, c'est pour la mise en évidence des anticorps antigènes O. D'accord? C'est mal chercher les antigènes anti-antigènes O et les antigènes anti-antigènes H. Le diagnostic indirect. La sérologie, on va chercher les anticorps. On a le sérodiagnostic de Widal et Félix pour chercher les antigènes antigène O et antigène antigène H. Voilà, c'est une agglutination technique. Et là, c'est pour les fièvres typhoïdiques et paratyphoïdiques. Voilà. Voilà, c'est une réaction d'agglutination. Donc, le diagnostic, c'est très simple. Voilà. Et enfin, le traitement. Donc, le traitement, bon, la première des choses, on va traiter la symptomatologie parce que là, on a des risques, enfin, un risque très important, c'est la déshydratation encore une fois. Il y a des dommages, les entérobactériens, on voit l'idée, on a des diarrhées. Et le risque majeur, c'est la déshydratation. Et vous savez, donc les pertes, etc., ça peut provoquer des chocs hypovolémiques, voire des décès. Vraiment, c'est très grave. Donc la réhydratation, c'est très important, on insiste vraiment sur la réhydratation. Ensuite, pour la fièvre typhoïde, où je le traitement, on va donner donc l'antibiotique TNS, c'est soit le chloramphénicol, surtout, mais on peut donner les fluoroquinolones. Alors si vous vous souvenez, le cours les phénicolés, les antibiotiques les phénicolés, le chloramphénicol c'est un antibiotique majeur, la famille phénicolée, parce qu'il peut diffuser à l'intérieur des ganglions mésentériques. Donc le ganglion mésentérique, il va empêcher complètement la multiplication, il va stopper la bactérie, il va empêcher sa multiplication, et on va dire la liste l'endotoxine, il peut diffuser, c'est très très intéressant comme traitement, d'accord. Sinon on peut donner des fluoroquinolones. Et pour les formes de gastro-entérite, des formes typhoïdes, c'est causé par salmonella, c'est pas typhoïde. Donc on va pas traiter, pas de traitement, sauf si c'est sévère, sauf si c'est sévère. Dans le cas où l'infection elle est sévère, une gastro-entérite très sévère, là il faut traiter, il faut prendre en charge. Sinon, si c'est pas vraiment sévère, on peut surveiller et voir, dans la plupart du temps, elle est bénigne, voilà.
La prophylaxie, encore une fois, alors, yani, les bactéries, c'est l'hygiène, et l'hygiène de l'eau et du personnel. L'eau potable, bien sûr, encore une fois, parce qu'on avait vu une forme, un TH, une maladie de transmission hydrique, une épidémie, les nourrissons. Donc là, il faut avoir de l'hygiène, la manipulation, comme les produits, le bébé, les aliments, etc. Donc, l'hygiène, voilà, partout, yani, partout. Voilà, on va essayer un petit peu de récapituler. Donc, salmonella, je faisais les antigènes de Hanna, antigène H, antigène. Bon là, j'ai pas vraiment détaillé, alors que le cours, on a bien détaillé. On a l'antigène H, il est protéique, il est thermolabile, il donne des anticorps agglutinants et qui m'a des anticorps agglutinants et non neutralisants. Bon là, on a c'est des anticorps agglutinants. Donc il y a monophasique ou la diphasique. La spécificité antigénique, il y a une seule spécificité antigénique, là il est monophasique, ou il y a deux spécificités antigéniques, là il est biphasique. Le premier, l'antigène H, il est protéique. Alors le deuxième, il est polyosidique, d'accord. Il est thermolabile encore une fois. Là, pour les antigènes O, on a parlé de ça, on a bien détaillé ça. Donc, ils sont de nature LPS, c'est-à-dire lipopolysaccharidiques. Un homme les majeurs, un homme les accessoires, les majeurs. Il y a moins parce que les sont la base de la classification de Kaufman et White pour classer dans un même groupe, les sérovaires, et un homme un même facteur O. On va définir les deux espèces, Enterica et Banco. Et Enterica est la plus importante, surtout Enterica, la sous-espèce Enterica, les faits typhoïdiques, non typhoïdiques. Tifi, voilà, les typhoïdiques, ce sont les majeurs. Après, pour le mode de transmission, soit c'est une MTH, soit ce sont les aliments qui sont contaminés ou la manuportée. Donc, on a plusieurs types modes de contamination. La clinique, la physiopathie principalement, donc, elle va détruire la bordure prose, passer dans les entérocytes, puis passer dans les ganglions, c'est-à-dire la voie lymphatique. Là, elle va se multiplier, elle va se liser pour libérer son endotoxine qui va exercer son pouvoir pathogène, c'est-à-dire la fièvre et le tuvos. Et ensuite, on peut avoir des passages sanguins où il va y avoir une bactériémie courte, parfois des localisations secondaires qui la rate, la vésicule biliaire. Et la clinique, on a principalement une évolution en septénaire, c'est-à-dire des 7 jours. Voilà, une phase d'invasion, oui, qu'on a dit plutôt une asthénie, un pouls dissocié, une constipation, une anorexie, une fièvre qui est oscillante. Alors que la phase d'état, là, elle va devenir en plateau, tous les Hapsaf 40 degrés. Le tufose, la diarrhée, la splénomégalie, des taches roses lenticulaires, et on a d'autres formes qui vont les gastro-entérites, et même des localisations extra-digestives, des ostéites, des méningites, des infections urinaires. Le diagnostic, soit il est direct, là c'est la coproculture ou bien l'hémoculture, on va faire donc la coproculture, une agglutination, tel le tableau de Kaufman et White, ou bien indirect, là c'est la sérologie, ou bien le sérodiagnostic, tu as Huidal et Félix, oui, une agglutination quantitative et qualitative pour chercher les anticorps antigène O et anti-antigène H. Le traitement, on avait dit, surtout pour la fièvre typhoïde, c'est le chloramphénicol, qui a une très bonne diffusion ganglionnaire, ou bien les fluoroquinolones. Sinon, pour la forme gastro-entérite, là, on va pas traiter, sauf si elle est sévère. La prophylaxie et l'hygiène.